Les ondes Vocast, l'invité. Bonjour Bruno Dubois. Bonjour Olivier. Alors, tu es le directeur du développement d'Europe 2 depuis septembre dernier. Alors moi personnellement, je t'ai connu dès le début des années 90. J'étais auditeur de Fun Radio. Tu étais à l'époque Bruno 13. Et donc, Ouais. et on commence toujours par cette question. Qui es-tu Bruno Dubois et quel est ton parcours ? À la base, je suis un animateur, comme tu viens de le dire, et c'est important. Donc, j'ai eu la chance de parler dans un micro, de jamais arrêter de parler dans un micro, parce que je pense que quand on a été animateur un jour, on le reste toujours. Aussi bien quand on s'exprime auprès d'autres animateurs pour leur donner des pistes, pour les conseiller, pour les coacher, ou même pour construire des stratégies programmes. Comme on pense à l'auditeur, on pense à ce qu'on disait, comment on l'exprimait à l'antenne, et ce qui va toucher l'auditeur. Donc oui, j'ai été animateur à partir de 1900, on n'en parle même pas, mais en tout cas, j'ai commencé en local à Aix-en-Provence, et puis après, je suis allé à Nostalgie quand c'était à Monaco dans les fins des années 80, et puis Fun Radio, comme tu le disais, pendant 5 ans, 89, 95. Après, je suis retourné à Nostalgie, où j'ai rencontré quelqu'un d'important pour moi qui s'appelle Stéphane Bosque. Et derrière, RTL2 pour faire la matinale, Europe 2 en tant qu'animateur. Et puis à partir de 2004, j'ai quitté la posture d'animateur pour prendre en charge la stratégie et le pilotage d'une radio, puisque j'étais le directeur des programmes d'RFM. Derrière, à partir de 2010, directeur des réseaux de Virgin Radio et d'RFM. Quand j'ai quitté le groupe Lagardère en 2014, j'ai monté une start-up qui s'appelait Hackerbis, qui était spécialisée dans les smart radios. Et puis, à partir de 2016, j'ai pris la destinée en main de Sud Radio, pour reconstruire cette marque, reconstruire ce programme, repartir de zéro, on va dire, pour arriver à en faire un beau succès dans une radio généraliste que j'ai quitté en août 2022 pour prendre la direction du développement avec Stéphane Bosque et Frédéric Pau pour pouvoir poursuivre le cheminement de ces nombreuses fréquences ex-Virgin Radio qui sont redevenues Europe 2, mais surtout pour donner un nouvel élan à ce retour d'Europe 2 ou à cette découverte d'Europe 2 pour certains. Alors donc tu étais sur Sud Radio qui effectivement a connu des belles audiences ces dernières années, une belle remontée d'audience, quasiment un point d'audience cumulé en national. Première radio des Indés en juillet pour ma dernière vague. Et comment on passe du coup d'une radio généraliste à une musicale ? De la même manière que j'étais passé de musical à radio généraliste, je crois qu'il y a qu'en France qu'on segmente vraiment les formats. La radio, ça reste de la radio, c'est de l'accompagnement, il y a une partie sensibilité radio, il y a une approche de l'auditeur, il y a une appétence, il y a une empathie, il y a aussi du marketing. Et pour avoir longtemps côtoyé ou croisé des consultants anglo-saxons, eux, ils étaient un jour sur une radio musicale et puis le lendemain, ils faisaient un consulting pour une radio talk ou une radio de news. Donc il y a quelque part, quand on a le sens du programme, ce que je pense avoir de par ma carrière, je pense que on s'adresse à des auditeurs et toutes les techniques, tous les éléments qui font le succès d'une radio, qui font même le succès plus généralement d'un programme, que ce soit un programme musical ou que ce soit un programme de talk généraliste ou d'information, de toute façon, il y a ce sens qui prévaut et donc c'est comme ça que au final on peut le faire. Alors, tu es directeur du développement d'Europe 2. Comment s'articule ton rôle avec celui de Frédéric Pau, qui est directeur des programmes, et de Stéphane Bosque, qui est le directeur des radios musicales de Lagardère, Europe 2 et RFM ? Alors c'est vrai que c'était un gros changement qui a été décidé en juin dernier. 4 mois pour changer une marque, pour reconstruire une stratégie, reconstruire un programme, c'est très 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 court parce que moi je suis arrivé au 1er septembre. Écoute, c'est monter une équipe. De toute façon, on fait jamais rien tout seul. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc quand Stéphane m'a demandé de le rejoindre pour relever ce beau challenge, j'ai dit oui tout de suite. Et puis derrière, Fredo, on se connaissait un tout petit peu moins. Frédéric Pau, donc, qui est le directeur délégué, et Stéphane étant le directeur général des deux radios RFM et Europe 2, on s'était déjà croisés, mais finalement, on a monté une équipe et ça nous a permis de brainstormer, d'avancer et puis surtout de mettre les équipes
en phase de combat. Et moi, j'adore être en mode projet et emmener les équipes avec moi. Donc, c'est ce que je m'y suis attelé dès le 1er septembre en arrivant, avec une charge de travail qui était assez lourde. Parce que certes, il y a les choses qu'on voit, et puis il y a tout ce qui est back office, tout ce qu'il a fallu construire, reconstruire et décliner aussi bien sur nos programmes, sur le digital ou même sur le terrain en région. Donc moi, ta question, parce que j'ai un peu détourné la question, c'était de savoir ce que je faisais exactement. Moi, je pilote à la fois la com avec un directeur de com qui s'appelle César Cornil, la promo aussi avec les équipes en région qui s'occupent de la promo, le digital avec l'équipe digitale, et puis je pilote avec Fredo et Stéphane la stratégie programme. Voilà. D'accord, donc tu es impliqué aussi sur la partie programme. Bien sûr, tout à fait. D'accord. Alors il y a eu, j'imagine, donc cette phase de pré-lancement qui du coup a été assez intense. Et du coup, maintenant, voilà, ça a démarré depuis un mois. Quel est ton premier bilan de ce premier mois d'Europe 2 ? Écoute, c'est assez paradoxal parce que pendant 4 mois, on avait vraiment la tête dans le guidon avec toujours des questions à se poser. Est-ce qu'on a oublié un truc? Est-ce qu'on a pensé à tout? Parce que quand il y a une charge importante comme ça, se dire qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait? Qu'est-ce qui nous manquerait? Finalement, tout s'est un peu déroulé comme sur des roulettes. Et pourtant, c'était pas évident, hein, construire une grosse campagne de com, construire un spot, construire une identité, et puis bien valider une communication, expliquer ce qu'on veut faire partager le message, partager le projet, partager l'entrain. Ça demande beaucoup de travail, de formulation et de reformulation. Et je dirais que là, sur le lancement, on est quand même satisfait. Les retours, ils sont très intéressants. Moi, j'avoue que là, on est fin janvier. Écoute, ça prend bien, mais on sait aussi qu'il suffit pas de lancer la machine. Il faut aussi la faire vivre, la faire monter en orbite et puis l'emmener sur Mars. Donc le voyage est long et ça se fait vraiment pas instantanément. Mais en tous les cas, dans l'intention, dans la définition du programme, dans l'ADN de la marque qu'on se devait de projeter très très rapidement, je pense qu'on est sur des bons rails. Après, il y a plein de choses à régler, hein, on en est conscient, mais si ça se faisait en une journée, on le saurait. Moi, j'aime bien fonctionner en mode un peu comme nos applications, hein, on fait des mises à jour quotidiennement. Donc moi, je fonctionne en fonctionnalité. Donc là, on a mis les bases en place, et puis derrière, on va upgrader petit à petit en rajoutant certaines fonctionnalités pour nos auditeurs. Alors tu l'as dit, hein, Europe 2 c'est une marque qui renaît, c'est un ADN aussi qui a été connu pour certaines choses dans le passé. Dans le nouvel Europe 2, quelles sont les marques qui justement rappellent cet ADN d'il y a 15 ans? Alors, il aurait été risqué pour nous de faire une radio de souvenirs, parce que l'Europe 2 d'il y a 15 ans, déjà, Europe 2, c'est né en 86, donc entre 86 et 2008, ça en était passé des choses, avec des hauts, avec des bas, avec différentes périodes, différents personnages. Donc, tous ceux qui ont connu Europe 2 avaient un souvenir de leur Europe 2. Donc, il était pas question de faire un copier-coller. Et puis, même si Europe 2 avait continué à exister, elle aurait changé, elle aurait évolué. On est en 2023, le monde a changé, la consommation a changé, nos auditeurs ont changé. Donc évidemment, on souhaitait retrouver ce qui a laissé la magie, qui fait partie aussi de la magie de la radio sur Europe 2, c'est-à-dire cet esprit plus ouvert, cette connivence, cette proximité avec les auditeurs, revenir sur de la vraie radio. Je dis pas que ce qu'on a fait avant c'était pas de la vraie radio, mais au sens propre de l'accompagnement, au sens propre de la perception que peut en avoir l'auditeur, c'est-à-dire avec un programme qui vit avec lui. Et ça, c'est important, et c'était le cas d'Europe 2, quelles que soient ces périodes. En tout cas, l'avantage, c'est que cette radio a marqué et que la marque n'était pas du tout abîmée. J'ai croisé personne qui m'a dit « Oh non, mais Europe 2, c'était naze ». Tout le monde a gardé un bon souvenir de cette marque, donc c'était important pour nous de rassurer ces gens qui avaient envie de retrouver Europe 2. Et c'est vrai que les retours qu'on a, c'est qu'ils retrouvent quelque chose qu'ils avaient en eux d'Europe 2, donc premier bon point. Et puis après, il fallait surtout pas décevoir ceux qui étaient
étaient encore nombreux à écouter Virgin Radio et qui font partie des auditeurs et de l'histoire aussi de toutes ces fréquences et de ces belles marques. Donc, il a fallu les rassurer rapidement, parce que dire à quelqu'un qu'on va changer de ta radio, c'est juste l'inquiéter. Et comme la nature a peur du vide et que on reste des humains, c'était important pour nous de leur expliquer que ça allait être mieux, différent, mais surtout qu'ils comprennent rapidement qu'ils avaient tout à gagner à ce qu'on change de marque. Et puis pour ceux qui à 15 ans, soit étaient trop jeunes, soit faisaient autre chose que d'écouter de la radio, mais qui font quand même partie de la cible d'Europe 2, qui est du 25-49, pour eux c'est une nouvelle radio, donc il y a tout à découvrir, il y a tout à apprécier. Et donc on a fait les changements nécessaires pour que on soit pas dans une révolution, parce que la révolution ça marche jamais, ou en tout cas ça fait des dégâts, mais dans des évolutions qui permettent de contenter, soit de faire découvrir, soit de retrouver pour ceux qui se mettent à écouter Europe 2 depuis le 1er janvier. Et si je t'ai bien compris, entre les lignes, c'est quelque part revenir à une certaine spontanéité au final dans une certaine véracité. Ouais, le côté vrai, pour moi en tout cas, c'est ce que je défends. Je pense que le côté fake, c'est fini. En tout cas, c'est comme ça qu'en tout cas, en termes de population et de cible, on vise sur Europe 2. Je pense que le côté smile, le côté fausse empathie, ça correspond pas au monde de la radio. La magie de la radio, on sait que ça résonne par une voix, ça résonne par le contenu, ça résonne par la présence de la voix. On peut jouer avec, on peut parler aux gens, on peut les interpeller, on peut s'adresser à eux, et c'est ce qu'on doit retrouver sur la radio et qu'on retrouve pas forcément sur nos autres concurrents qui ne sont pas uniquement radio. Bon, on va dire notre avis, parce que tu sais, on a un comité éditorial des ondes Vocast. Alors, je vais parler un petit peu de la nouvelle identité visuelle. On était très sceptiques sur le nouveau logo. Ah bon ? Très bizarrement, on s'y est fait très vite. Alors, en quelques mois, on s'y est fait très vite. Non, et au final, on a été assez impressionné sur la com, et effectivement, on a été aussi impressionné quelque part sur comment le nouvel Europe 2 s'est vraiment intégré en seulement un mois. On a beaucoup écouté. Et voilà. Alors sur ce logo, on se demandait justement comment vous aviez travaillé avec l'agence de com pour arriver à ce logo, qui a forcément un petit rappel des derniers logos d'Europe 2, avec le 2 en rouge, mais aussi les lettres en noir qui rappellent le dernier logo. Comment vous avez travaillé avec l'agence de com pour venir à ce logo ? Alors là, c'est leur métier, c'est Rosa Paris, l'agence avec qui on a travaillé sur ces éléments-là. Alors on a travaillé de deux concerts, mais nous on leur avait fait un brief, et c'est eux qui ont créé ce logo. Il a eu quelques modifications, notamment pour la lisibilité et pour la lecture. En tout cas, nous on a fait une réception de ce logo avec eux. On a eu un bel effet waouh, parce que c'est aussi ce qu'on cherche. Donc on a apprécié ce logo, et puis derrière la déclinaison. Il y avait différentes propositions, mais une déclinaison forte autour de cette onde, puisque le logo, c'est une onde, le logo d'Europe 2, et cette déclinaison avec les artistes sur voilà. On voulait quelque chose de classieux, on voulait une notion forte, voilà, on voulait que ça représente quelque chose. Donc il fallait qu'il y ait un univers, il y a une vraie signature, il y a un style, et ça correspondait aussi à ce qu'on voulait faire sur le programme dans le cadre du développement. Voilà, il fallait que de toute façon notre com, c'était nécessaire. Alors, on a beaucoup travaillé, notamment sur le spot télé, où on est beaucoup revenu dessus, mais c'était important en tout cas qu'on ait une com qui sorte de l'ordinaire, et surtout une com qui corresponde vraiment à Europe 2. Je dis ça, mais c'est parce que c'est pas toujours évident. Une agence, elle a une vision, et nous on a le nez dedans. On pense radio, on vit radio, donc faut arriver à partager avec eux. Et si on va être franc, on s'est beaucoup engueulé, mais au final tout le monde est content à la fin. Très difficile de changer un logo, très difficile. Voilà. Alors, Europe 2, c'est aussi un nouvel habillage, bien entendu, qui a été réalisé par Wise Buddha, je crois. Exactement. Alors, il est très original, avec 2 voix off, un homme, une femme, des fois même qui font parfois des mini-sketchs. Je sais pas, c'est peut-être une référence à l'ancien Europe 2 aussi, ce genre de format. Comment vous avez travaillé du coup ? Alors, on va être clair. Sur l'habillage chanté, c'est Fredo qui s'est occupé pas mal de ça. Donc Frédéric Pau, en lien avec Domenico Torti, qui est le directeur de la production. Il y a eu un appel d'offres.
sur différents studios. Et clairement, Wise Buddha, en plus moi je les avais rencontrés quelques mois avant pour une autre vie. Et finalement c'est eux qui avaient un son vraiment particulier. Je dis pas que les autres étaient pas bons, mais on avait besoin d'avoir un son dans l'habillage parce que c'était un vrai retour des jingles chantés sur Europe 2. On avait besoin d'avoir un son avec des jingles très efficaces, avec des slow fast, avec des choses qui relancent le programme en permanence, et puis surtout avec un son qui soit pas entendu. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a vraiment une vraie identité autour d'Europe 2 et on retrouve même, moi, c'est la première réflexion que je me suis faite parce que j'ai la chance par rapport à tous ceux qui sont sur Europe 2. Alors, il y en a quelques autres quand même, mais j'ai la chance d'avoir été animateur et donc d'avoir vécu Europe 2. Et quand j'ai entendu cet habillage final après les différents allers-retours, quand j'ai entendu vraiment le produit définitif, j'ai dit ça aurait pu être l'habillage d'Europe 2 en 2023 si ça n'était pas arrêté, si on avait été dans la continuité d'Europe 2. Donc c'était très très bénéfique. Ça c'est sur l'habillage chanté. Puis il va y avoir plein de choses qui vont arriver aussi avec cet habillage. Là c'était la première livraison. Et puis derrière sur les voix stations, il y avait une vraie volonté de se retrouver avec un retour, et c'est vrai qu'en France on a cette chance-là, on a les comédiens de doublage, voilà, d'avoir des vrais comédiens de doublage qui auraient la possibilité de jouer une ambiance, de jouer une scénette, comme on les a appelés. On a remis à l'ordre du jour ce mot scénette. Moi, ce que je voulais surtout, c'était que un programme, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on décline le CLEM, le meilleur son, c'est à la fois un mix musical, on va dire que c'est logique pour une radio musicale, mais c'est aussi une ambiance. Et toutes ces scénettes, elles sont là justement pour donner l'ambiance, pour faire sourire, pour donner un petit côté pétillant, et surtout emmener les gens dans un univers particulier. Donc ces scénettes, elles sont écrites par un auteur avec qui moi je collabore directement. On travaille un peu à deux mains là-dessus, qui s'appelle Rachid Galil, Polo, hein, pour ceux qui s'y connaissent en radio, qui était sur une autre radio, et on brainstorm pas mal sur des idées pour arriver à trouver des petits formats courts. On s'en est servi sur des formats un peu plus longs qu'on a déclinés aussi sur le digital. L'idée étant vraiment de créer un univers et d'arriver dans une ambiance. C'est vrai que c'est quelque chose qui se faisait plus. Je dis pas qu'on a, de toute façon, on réinvente rien, on le sait, on l'adapte. En tout cas, on l'adapte au son d'Europe 2 et au contenu d'Europe 2, sur la proximité qu'on doit avoir avec les auditeurs. Moi, j'ai des très très bons souvenirs et c'est un peu ma référence. Je suis content d'ailleurs parce que je les ai retrouvés il y a pas longtemps et je sais que ça va te parler. C'est l'habillage qu'avait pu faire Skyrock en 86 ou 87, qui est un peu dans cet esprit-là. Je dis même qu'on n'en est pas encore au niveau, mais ça a été un plaisir pour moi de le faire écouter aux producteurs pour leur dire voilà la référence. Et les mecs, ils ont fait waouh. Et quand je leur ai expliqué que c'était fait à la bande et au collant à la fin des années 80, ils m'ont regardé comme des ovnis. Mais il y avait, il y avait des choses. Et puis Dom a aussi apprécié parce qu'il a vécu ces époques-là là, avec moi à Fun Radio par le passé ou sur Skyrock version rock justement. Donc voilà, c'est de retrouver cet univers, d'avoir un univers créatif autour du programme. Et je pense que c'est important. Et puis on n'a pas fini parce qu'on a plein d'idées qui vont se décliner là-dedans. Super, beaucoup de créativité du coup. Ouais, c'est le but. De toute façon, hein, si on veut sortir du lot, comme je dis, moi, on fait plus forcément de la radio, on fait du programme. Donc, il faut que notre programme il soit essentiellement mis en avant. Hein. On n'imagine pas une bonne série sans bonne lumière. On n'imagine pas une bonne série ou un bon film sans de bons acteurs, sans de bons décors et surtout sans un bon scénario et tout ce qui va avec. Donc, il faut que le réalisateur, c'est une alchimie et la radio en fait partie. Alors Europe 2, c'est aussi une nouvelle programmation musicale, enfin toujours dans la continuité, mais quand même des ajustements, la fin de l'électro quasiment, une programmation plutôt pop-rock, plutôt pop en journée, plutôt rock le soir. Alors du coup, on a et aussi pas mal une place assez importante pour les nouveautés. Alors quelque part, ça rappelle un petit peu RTL2, mais quand on écoute, c'est quand même pas exactement la même chose. Alors, Qu'est-ce qui vous différencie justement des formats les plus proches? Il y a RTL2 bien sûr, il y a FM aussi dans le coin. Qu'est-ce qui vous différencie? Quelle est la marque de fabrique d'Europe 2? La marque de fabrique, c'est un son, hein, donc c'est le meilleur son. C'est facile, hein, ce que je viens de dire, mais justement pour arriver à se créer cette alchimie, ce mix, c'est d'ailleurs ce qu'on fait bien en radio. Qu'on essaye de faire de mieux en mieux par rapport aux playlists sur les streamers, c'est que nous on crée une ambiance,
on a un savoir-faire pour orchestrer des mix, pour orchestrer des sweeps, hein, comme on dit dans le métier. Je fais exprès de ne pas dire playlist, parce que la playlist, ça veut pas dire la même chose chez nous. La playlist, c'est des titres qu'on rentre et non pas des titres que l'on diffuse l'un derrière l'autre. En tout cas, nous, on a un vrai savoir-faire là-dessus. Après, on l'ambiance avec des jingles, avec des animateurs. Mais pour revenir sur la musique, certes, il y a des communs, c'est normal. La recette, elle est toujours de ceux qui écoutent la radio, mais c'est pareil aussi chez les streamers, c'est d'avoir envie d'écouter les titres du moment. Mais il faut qu'ils soient encadrés, il faut qu'ils soient ordonnancés, et c'est là-dessus qu'on se différencie. On est sur un son et on essaye de créer un son, et en tout cas c'est comme ça que travaillent les équipes de Michael Bois à la programmation. Ils ont cette créativité de travailler avec leur librairie et de construire ces librairies pour qu'on ait un son différent. Donc oui, on a un son différent d'RTL2 et c'est tant mieux parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Et en tous les cas, nous, on se veut renouveler. En tout cas, on a identifié c'est ce qu'on avait envie de faire, et ça sonne comme on avait envie que ça sonne, ce qui est pas toujours évident sur le papier tant qu'on l'a pas démarré. Et quand tu disais tout à l'heure un peu plus rock le soir, oui, il y a une émission rock le soir avec Happy Rock Hour avec Michael, parce qu'on se veut revendiquer ce son. Après, sur le reste, il y a aussi la nouvelle scène, comme tu le dis. On y fait une émission spéciale avec Europe 2 Lab, où là, on va recevoir de plus en plus de monde et on doit découvrir des artistes. Et puis, il se passe tellement de choses, il y a tellement d'artistes qui arrivent et tellement d'artistes qui sortent qu'il faut qu'on puisse aussi les entendre, les découvrir. Je dis pas qu'on va aller chercher des artistes. On est quand même une radio mainstream qui se doit de faire de l'audience et qui a une audience de gens qui ont envie de découvrir des choses, mais qui ont aussi envie d'avoir un confort dans leur écoute, qui n'ont pas forcément envie d'être énormément surpris, mais qui ont envie d'être surpris dans une logique. Donc, on va pas aller chercher un groupe dans son garage qui commence, mais dans tout ce qui émerge, tout ce qui sort, il y a moyen pour nous d'aller chercher de nouveaux artistes qu'on va défendre d'ailleurs sur scène, mais on en reparlera peut-être après, prochainement. Il y a évidemment une ambiance qui est un peu plus un mix qui est ouvert, qui est pop rock, mais qui est aussi rock dans la journée. Tu disais qu'il était plus pop dans la journée, non, il est rock aussi dans la journée, que ce soit avec des groupes récents, hein, notamment avec Maneskin, ou que ce soit avec des groupes comme Muse ou Youngblood, qui est un artiste récent. Voilà, on rentre dans un côté pop rock, mais j'aurais tendance à dire que depuis quelques années, le côté pop s'est bien élargi, et c'est ça qui est agréable. Donc ça permet d'avoir un mix beaucoup plus large entre le pop et le rock. On devient sur un schéma pop actuellement qui est plus proche de ce qu'entendaient les Américains par pop, alors que nous, quand on parlait de pop il y a encore quelques années, c'était du rock de soft, quoi. C'était plus ça, la pop, alors que maintenant le côté pop est quand même beaucoup plus large. Alors tu l'as dit, Europe 2 c'est recentré, et Stéphane Bosque aussi l'a dit dans des interviews dans le cadre de ce lancement. Europe 2 se recentre sur une cible un peu plus âgée, les 25-49. Du coup, dans ce marché, tes concurrents, c'est qui? C'est RTL2, RFM, c'est quel univers? Non, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, il y a des morceaux en commun, mais c'est le mix qui fait la différence, c'est le son, c'est ce que va dégager. L'auditeur, il raisonne pas comme nous, hein. L'auditeur, il est soit content de ce qu'il y trouve quand il y vient, soit il a envie d'y revenir parce qu'il y a trouvé une vraie appétence. Donc c'est à nous de travailler tout ça. Et après, sur nos concurrents, moi j'ai même tendance à dire que nos concurrents, c'est plus la radio, hein. Nos concurrents, c'est les streamers. Donc moi je me dois d'avoir une proposition forte pour que les gens aient plus envie de mettre la radio quand ils montent dans leur voiture plutôt que de brancher leur téléphone en Bluetooth, quoi, ou sur leur CarPlay. Alors, toujours dans cet univers de la musique, et tu en as parlé un peu, on a parlé de la nouvelle scène, Europe 2 aussi a une ambition sur l'événementiel. Donc qu'est-ce qui est prévu pour cette première année d'Europe 2? Bah écoute, déjà le 10 février, un événement qui est assez magique, parce que c'est toujours intéressant de voir comment réagissent les auditeurs. Maneskin, un concert exclusif. Alors un Europe 2 exclusif, c'est la nouvelle marque qu'on lance. Donc Europe 2 exclusif le 10 février au Casino de Paris.
C'est uniquement pour les auditeurs d'Europe 2, donc faut écouter Europe 2 pour avoir ses places. Là, on est vraiment dans une ambiance assez folle parce que ils ont une date à Paris, une date donc à l'Accor Arena qui s'est remplie presque instantanément, et là ils viennent spécialement pour Europe 2 pour faire cette date unique au Casino de Paris. Et quand on est fan d'un groupe, à l'heure des grands stades et des grandes salles, écoute, c'est toujours un vrai plaisir de pouvoir offrir ce genre de choses, donc un concert pour 2000 personnes qui ne les verront jamais d'aussi près que lors de cet événement Europe 2 exclusif. Comment on négocie un partenariat comme ça pour faire un événement privé pour une radio? Alors c'est vrai que nous Maneskin, on reparle un peu de l'avant Europe 2, mais Maneskin, il y a eu un vrai suivi, il y a eu un vrai travail. Donc je pense que les labels s'en souviennent. Voilà, quand on peut travailler de concert sur ce genre de choses, eux étaient partants et nous aussi. Et puis après, il y a un relationnel. Il y a aussi les artistes qui se souviennent quand ils sont venus, comment ça s'est passé. Voilà, eux, ça les éclate de venir faire ça, tant mieux, on fait ça ensemble. Voilà, mais c'est pas toujours évident à monter. Voilà, il faut arriver que leur agenda soit en adéquation avec le nôtre. Mais en tout cas, les artistes ont un attachement fort auprès d'Europe 2. Pour les croiser et pour discuter avec eux, on s'aperçoit que soit ils ont un passé avec Europe 2. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait lorsqu'on a lancé les teasings pour l'arrivée d'Europe 2. Moi, j'ai demandé aux artistes d'enregistrer des scénettes qu'on a diffusées à l'antenne et puis des scénettes vidéo. C'est en discutant avec eux qu'on a créé un peu les messages, et puis on l'a vu, pour chacun il y avait son identité autour d'Europe 2, et puis ils étaient contents de dire ce qu'ils pourraient faire avec Europe 2 ou ce qu'ils avaient pu faire avec Europe 2, parce qu'il y avait des souvenirs marquants du début de leur carrière ou de la continuation de leur carrière. Donc c'est plutôt bien. Donc il y a une proximité avec les artistes, et on défend ça aussi avec Europe 2, parce que les auditeurs ont besoin de voir que les artistes qui sont sur Europe 2 apprécient la marque, apprécient la station, et puis surtout sont contents d'y être et de faire des choses avec nous et de faire des choses avec leur public qui passe aussi par Europe 2. Alors d'autres opérations dans l'année ? On va continuer. Un truc qui était né à l'époque avec Europe 2. Le premier, je me souviens, c'était à Bercy, un Europe 2 live. Il y avait Placebo. Ça remonte à pas mal de temps. Donc les Europe 2 live vont être de retour. Il y en a quelques-uns qui sont en préparation. Donc là, on est dans un concept avec des salles un peu plus grandes ou pas. On cherche des endroits. Et puis après, on va voir aussi pour travailler avec cette nouvelle scène qu'on défend, et pour arriver à travailler avec eux sur des événements concerts, sur Europe de nouvelles scènes, des choses comme ça. Alors, Virgin est arrivé avec son Morning sans filtre, qui est resté sur Europe 2. Un morning qui semble aussi avoir un peu changé de braquet au début, donc entre septembre et décembre. À l'époque, Virgin, ça avait l'air d'être un morning surtout basé sur l'actualité des médias, etc. On a l'impression qu'il s'est un peu recentré au final sur un peu plus sur l'auditeur depuis l'arrivée d'Europe D. Est-ce que tu peux confirmer ce changement aussi sur le contenu du morning ? C'est un morning qui est tout jeune, un morning, ça se crée pas en très très peu de temps. Donc il a évolué, c'est normal, et puis il évolue aussi avec la marque. Il a pas fini d'évoluer, que ce soit Guillaume, Diane ou Fabien. Ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils font le matin, qui réveillent des gens qui les écoutent, qu'il faut s'adapter à eux, qu'il faut être en phase avec eux, et puis qu'il faut être en phase avec la marque Europe 2. Donc il y a un travail qui est fait au quotidien. Alors, moi je vois ça d'un peu plus loin, parce que c'est surtout Fredo qui s'en occupe de ça. Mais en tout cas, moi les échanges que j'ai pu avoir avec eux, c'est que ils aiment beaucoup de choses sur Europe 2, donc on l'entend. Moi il y a quelque chose qui me plaît. J'en discutais justement avec Guillaume, Janton, donc il y a pas longtemps. On a lancé un jeu qui s'appelle
l'ascenseur Europe 2, un jeu que j'ai mis en place et que j'ai travaillé avec les équipes et qui est un cash game mais avec une forte zone émotionnelle. Voilà, la sensation est particulière pour l'auditeur qui écoute, aussi pour celui qui joue, parce que ça passe ou ça casse. Mais en tout cas, l'auditeur qui écoute, lui, il trouve son plaisir puisque il se dit qu'est-ce que je fais. Alors le concept, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est oserez-vous monter jusqu'à 5 000 euros. Donc on monte dans l'ascenseur Europe 2, un premier palier avec une somme, un deuxième palier, ainsi de suite. Mais à chaque fois, il faut se poser la question de savoir si on ose monter au palier suivant. Il y a peut-être 5 000 euros qui se cachent sur le palier suivant, comme il peut y avoir une somme plus petite. Et à ce moment-là, c'est perdu. Donc voilà, il y a un vrai ascenseur émotionnel, justement. C'est l'ascenseur Europe 2. Guillaume s'éclate à faire ce jeu. Il le fait admirablement bien. Il le travaille avec une vraie finesse. Et puis les auditeurs, ils trouvent leur compte. Même ceux qui joueront peut-être jamais, on a des retours, parfois des gens qui rentrent vraiment dans le jeu, et c'est ça aussi la magie de la radio. On arrive à faire des très bons moments de radio avec ce genre de choses. Voilà, plutôt que d'avoir juste un jeu où on offre quelque chose. Ouais, super, t'as gagné. Là, on essaye d'avoir un moment de radio pour celui qui a envie de s'y risquer et de venir sur l'antenne, et puis surtout pour celui qui écoute. Alors Europe 2 aussi, dans l'ADN d'Europe 2 à l'époque, c'était aussi le local, parce que Europe 2 s'est créé sur tout un réseau de radio locales. L'année dernière, Europe 2 à l'époque. Exactement, le programme Europe 2, fournisseur de programmes. Et l'année dernière, Virgin, donc Lagardère, voulait fermer pas mal de radios locales en province. La plupart, je crois, ces fermetures ont été refusées par l'Arcom. Donc du coup, Europe 2 reste sur un réseau au final assez important de radio locales. Est-ce qu'il y a une ambition pour justement, à fort de ce réseau, de réinvestir quelque part sur le local et de réaffirmer cette présence sur le local qui était donc dans l'ADN original d'Europe 2? Écoute, alors ça, je m'en occupe très peu parce que ça, c'est pas du tout dans mon périmètre. En revanche, j'ai eu une autre vie, mais il y a bien longtemps, parce que j'étais le directeur des réseaux de RFM et de Virgin Radio à l'époque. Moi, j'ai toujours appuyé en disant que il fallait en faire une force, et c'est important parce qu'il y a des talents en région, il y a des journalistes, il y a des animateurs, il y a des... Alors là, ça me concerne un peu plus puisqu'ils font partie de mon équipe. Il y a des responsables promo. Moi, je pars toujours du principe que l'auditeur, il est partout en France, et donc il faut aller le chercher chez lui, et il faut lui parler de chez lui aussi. Il faut arriver à le faire d'une manière différente, et on y travaille aussi de ce côté-là pour retrouver justement ce ton Europe 2 qui existait auparavant, aussi bien sur le programme Natio, mais l'auditeur, lui, il cherche pas à savoir si c'est du Natio ou du local. Ce qui est important pour lui, c'est de retrouver son programme Europe 2. Donc que ce soit avec, c'est une carrière qu'elle est la rédactrice en chef pour les journalistes, donc il y a des choses qui sont mises en place pour qu'on retrouve cet univers d'Europe 2, et puis pour les animateurs locaux qui sont pilotés par Geoffrey Touza, c'est pareil, il y a un vrai travail. Moi, j'ai tendance à dire, plus nos animateurs nationaux seront dans le son Europe 2, plus ce sera facile, parce que quand on est guidé, quand on a un mentoring, quand on a des maîtres étalons, c'est toujours plus facile de comprendre exactement, surtout dans la radio, par la démonstration, de comprendre ce que l'on doit faire et à quoi doit ressembler le programme. Alors chez Sud Radio, tu étais notamment en charge du numérique, et tu l'es aussi, tu l'as dit au début de cet entretien, tu es aussi en charge de la partie numérique. Donc quelle est la stratégie sur le numérique pour Europe 2? Alors là, on démarre sur le numérique une nouvelle marque, donc ça a des enjeux. Alors il y a des enjeux qui sont un peu embêtants parce qu'on a dû faire disparaître pas mal de contenus qui étaient labellisés Virgin Radio puisqu'on n'a plus la licence. Alors là, on travaille pas mal sur des éléments de SEO, notamment sur le site, où il faut que les robots reviennent nous voir, mais ça commence à bien prendre. Et puis après, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai tendance à dire que je ne fais plus de la radio, je fais du programme, et que donc tout ce que l'on construit
autour du programme premium, qui est celui de la radio, il faut qu'on le décline de manière digitale, donc sur le numérique. Et en plus, en le déclinant selon les codes de chaque réseau. Il suffit pas d'extraire quelque chose et de le publier. Il faut respecter les codes de chaque réseau. Les codes de Insta ou de TikTok ne sont pas les mêmes. Les codes de YouTube sont encore plus différents, ou de Facebook. Donc, on est en train de travailler pour étoffer tout ce travail, de profiter de la chance qu'on a, c'est-à-dire d'avoir des événements uniques, d'avoir des artistes qui viennent, des artistes qui jouent le jeu, pour que on puisse travailler des événements et des moments uniques, aussi bien en radio, des effets waouh en vidéo, et donc des effets waouh sur le digital en radio, et puis aussi sur les podcasts qui sont importants pour nous. Alors justement, quelle est l'offre? Alors il y a des web radios qui existaient déjà à l'époque de Virgin. Et est-ce que sur les podcasts, vous avez une politique pour des podcasts natifs? On a une politique sur les podcasts qui sont d'abord un peu comme toutes les radios, les podcasts qui sont plus du replay, de pouvoir venir écouter une émission qu'on n'a pas entendue en entier ou qu'on veut réécouter. Ça existe. Et puis après, on est déjà sur quelques éléments natifs, mais qu'on va vraiment tenter de développer, prendre plus de temps pour certaines choses. On le fait en vidéo aussi, et pas uniquement en podcast, sur des mini interviews qu'on commence à lancer, qu'on retrouve sur les réseaux avec les artistes. Et puis on a Clément et Sandra aussi qui font un podcast. Ils vont s'y remettre là. Ils l'avaient fait avant le passage à Europe 2, qui sont un peu une émission dans l'émission qu'ils enregistrent avec un autre délire, en prenant d'autres codes qui sont plus ceux du podcast, pour pouvoir s'exprimer par rapport à leur univers, leur style, leur vécu, ce qu'ils ont envie de raconter. Donc avec Clément Lanoux et Sandra Cohen. Et après, sur le digital en lui-même, on a plein de choses en projet, mais là, pour l'instant, c'est trop tôt pour que je puisse en parler. Bruno, une dernière question. Virgin Radio, en décembre, a terminé à 2,5% d'audience cumulée. Alors, le marché radio, dans l'ensemble, est très fortement... de manière assez importante à la baisse, mais toujours fort de 39 millions d'auditeurs chaque jour. Exactement. Ce qui reste un média très important. Est-ce que toi et l'ensemble de l'équipe a un objectif d'audience pour Europe 2 à un certain horizon de temps? Moi, je dirais on a un objectif de se faire plaisir d'abord, et ça se ressentira dans les audiences parce que les auditeurs s'y retrouveront. On a un objectif de victoire parce qu'on fait pas ça par hasard. C'est un métier où on aime les victoires. Moi, je suis content d'avoir eu plein de victoires dans ma vie, d'avoir des victoires d'audience, parce que il faut quand même un étalon. En tout cas, on fait tout pour ça. Après, sur un objectif chiffré, ça aurait pas de sens. Évidemment qu'il faut qu'on ait des résultats, sinon c'est imparable, c'est implacable. Donc je veux dire, on est obligé d'avoir des résultats, rien que pour se faire plaisir, pour se dire on a fait des choses bien. En tout cas, ce que j'ai envie, c'est de ne rien regretter et qu'on aille jusqu'au bout et qu'on aille à fond. Donc là, c'est plutôt bien parti. Après, oui, il y a, comme disent les politiques, les résultats des urnes. La campagne peut être jolie, mais derrière, il faut des chiffres. Mais je dirais qu'il faut surtout un peu de temps, parce que il faut laisser le programme s'installer. Il faut du temps pour que les auditeurs viennent goûter. Il faut du temps pour que les auditeurs prennent l'habitude. Devenir une radio favorite, c'est pas instantané. Et puis on est toujours dans un système majeur pour les sondages qui est lié à des interviews, l'écoute de la veille. Donc le fameux top of mind est quand même important. Donc il faut laisser le temps, mais en tout cas il faut séduire pour être récompensé. Donc voilà comment on le travaille. Bruno Dubois, directeur du développement d'Europe 2, merci beaucoup. Des ondes Vocast.